tous, bienvenue une nouvelle fois dans notre rendez-vous qu'on a habituellement maintenant, qui laisse place à la réflexion. Donc à chaque fois qu'on a l'occasion de nous rencontrer ou de partager ce petit moment, j'espère pour vous comme pour nous, ça peut nous aider à faire grandir notre champ de réflexion, notre manière de voir les choses et pourquoi pas notre manière de voir le monde. Donc une nouvelle fois, merci de votre présence, du temps que vous accordez chaque fois pour nous suivre. Et merci également à tous ceux qui prennent le temps de faire des commentaires et pourquoi pas de partager nos émissions pour que chacun puisse également profiter des réflexions, des analyses que nous pouvons bénéficier face aux invités que nous avons ou face aux réflexions que nous pouvons recevoir lors de nos émissions. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre programme du jour. Euh, une nouvelle fois, je ne suis pas seul aujourd'hui. Donc, bien évidemment, l'invité qui est avec nous va contribuer dans notre esprit, notre mentalité de l'émission qui doit s'aider, qui doit faire place à la réflexion. Donc, je vais lui donner la parole à notre invité pour qu'il puisse se présenter, qu'il puisse vous dire qui il est. Et comme ça, après, comme à l'accoutumée, on va rentrer en profondeur dans notre sujet du jour. Donc, restez bien attentifs. N'hésitez pas de vous abonner à la fin ou pendant le cours de cette vidéo. Et si ça vous a plu, si vous trouvez que ça nécessite que d'autres personnes autour de vous puissent écouter ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas à partager. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour Nelonga et je dis bonjour à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette vidéo. Bonjour. Donc, comme on a dit aux personnes qui nous suivent via l'écran interposé, donc je vais vous laisser la place, le temps de vous présenter avant de pouvoir rentrer à fond dans notre sujet du jour. Merci beaucoup, je m'appelle Nemoï Lamamba, je suis un des membres combattants au sein de Centre Volant. Ok, quand vous dites un de membres combattants, excusez-moi, hein, je commence déjà dans les questions, on a eu la présentation, donc bienvenue Nemoïla. Quand vous dites vous êtes un membre combattant, vous combattez qui? Vous combattez quoi exactement? Oui, quand je parle du combat, donc c'est le combat que nous menons, c'est le combat du système en fait. Vous voyez, aujourd'hui l'Africain est pris dans, dans un esclavagisme physique, mental et surtout spirituel. Et c'est comme ça que pour sortir l'Africain de cet endroit, il faut un combat. C'est comme ça que nous livrons le combat de l'éveil, le combat de la liberté de la pensée et de cette indépendance de l'être humain. Ok, donc si je comprends bien par rapport à votre description, votre combat il est centré que pour le peuple noir, parce que vous avez dit le peuple noir est prisonnier, que ça soit physique ou mental. Donc est-ce que c'est le cas? Tout à fait, nous combattons pour la libération de l'Afrique et de l'homme noir en général. Ok. Et parce que quand on voit des Africains de manière générale, je ne sais pas trop s'ils se sentent forcément prisonniers. Quand vous dites qu'ils sont prisonniers, est-ce qu'eux-mêmes ils sont au courant qu'ils sont prisonniers? Et qu'est-ce qui vous fait dire, entre autres, qu'ils sont prisonniers? Donc parce que vous avez des certitudes dans ce que vous êtes en train de dire, mais pour moi ça semble un peu vague cette théorie. Merci beaucoup. J'aimerais essayer d'expliquer. Vous savez, l'être humain, c'est le physique que nous sommes. Mais pourtant, le physique que nous sommes, il est porté par le spirituel que nous sommes aussi, qui est invisible. Alors, le spirituel et le physique forment un. Et c'est comme ça que dans cette union, dans cette association, que le physique va matérialiser l'idée de la pensée ou l'idée de son esprit. Alors, un peuple qui est libre, c'est ce peuple qui a cette facilité d'aller puiser dans sa pensée et de transformer son environnement. Ça, c'est le peuple qui est libre. Quand il a un besoin, quand il a des soucis, il va puiser dans sa pensée, il transforme son environnement, il trouve des solutions dans son environnement. Et voilà que le peuple qui n'est pas libre, c'est ce peuple qui n'arrive pas à aller puiser dans sa pensée et arriver à transformer son environnement. C'est le cas d'espèce aujourd'hui. Quand nous voyons l'Afrique noire du nord au sud, tout ce peuple qui existe, qui habite ce continent,
c'est ce peuple, lui, quand il va dans sa pensée, il trouve des solutions. Mais quand il va dans la réalisation, il n'arrive pas à matérialiser et à donner des solutions à ses problèmes et à résoudre les maux qu'il a. Et c'est ce qui veut dire que ce peuple-là, lui, il est encore esclave. Parce que c'est cette pensée qui est embrigadée et qui est enchaînée. Et une fois la pensée, elle est enchaînée, le corps physique ne te sert pratiquement à rien. Et comment est-ce que la pensée, elle est embrigadée? La pensée, elle est embrigadée parce que l'Afrique en général a reçu les religions qui sont venues d'ailleurs. Et ce sont ces religions, quand ils arrivent chez nous, qui tuent la spiritualité chez nous. Et quand les religions prennent place, l'ensemble des dogmes qui prennent place en nous, voilà, automatiquement, ça fait que l'être perd réellement l'essence, vrai sens de pourquoi qu'il habite la terre. Et automatiquement, c'est comme si c'était un touriste. Donc, voilà un peu le grand problème que nous avons. Donc, mais ce problème, est-ce que vous pouvez prendre un exemple, parce que vous avez pris l'exemple de l'Église, les Occidentaux, ils vont à l'Église, et d'autres peuples vont à l'Église, et pourtant ils arrivent à créer. Donc, tout comme les Africains, ils vont à l'Église chaque dimanche, etc. Donc, je vois pas c'est quoi l'inconvénient d'aller à l'Église et de fabriquer. Oui, aller à l'Église et être spirituel, c'est deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire? Aller à l'Église, en fait, l'Église, c'est ce concept qui a été conçu par l'Occident et qui nous a ramenés chez nous. Ici, nous sommes en Europe. Même cet Occident qui va à l'Église, c'est pas comme chez nous en Afrique. Donc, vous allez voir que même les dimanches ici à l'Église, c'est plus les vieux et qui n'ont rien à faire, Ici en Europe, l'Église, c'est pas un temps plein comme chez nous. Ici en Europe, la solution, c'est d'abord dans le travail, dans le raisonnement. Mais quand vous allez en Afrique, c'est le contraire en fait. En Afrique, la solution, c'est dans la prière et il faut aller tout puiser à l'église. Donc, c'est comme si toi-même, nous-mêmes, nous ne servons plus à rien et on va responsabiliser Dieu. Maintenant, c'est à Dieu de venir trouver des solutions pour nous les humains. Mais sauf que l'Européen, ce n'est pas Dieu qui trouve les solutions, c'est lui qui trouve les solutions. Parce que l'Européen n'est pas religieux, il est spirituel. Il est spirituel. Nous aussi, quand nous étions spirituels, nous avons transformé notre environnement, nous avons érigé, nous avons construit des grands édifices, mais une fois que nous avions perdu la spiritualité et qu'on a suivi maintenant la pensée religieuse qui nous a été imposée, mais automatiquement on perd ce contact entre nous et le spirituel que nous sommes. Ok, merci beaucoup. Donc là, on vient d'avoir un premier avis sur le combat que ce monsieur est en train de mener. Donc, dans l'explication que vous m'avez donnée, ça semble plutôt clair. Ok. Donc, si vous avez utilisé le terme combat tout à l'heure, c'est qu'il y a des adversaires. Qui sont vos adversaires? Ah, très bonne question. Qui sont nos adversaires? Je pense que nos adversaires, c'est le système. L'adversaire de l'Afrique, c'est le système qui a été mis en place pour abrutir et assujettir l'Afrique. Ok, excusez-moi de vous couper. Oui. Donc, le système a été mis pour abrutir. Donc, c'est qui les abrutis dans l'histoire? Mais les abrutis, c'est l'Afrique. C'est nous. Donc, nous sommes des abrutis. Mais ça, c'est clair. Oh. Mais oui. Donc, nous sommes les abrutis d'aujourd'hui. Mais ça, c'est clair. Ok. Donc, nous, là, nous sommes des abrutis. Et nous faisons quoi? Bon, qu'est-ce qui vous fait de nous des abrutis? N'hésitez pas, on est dans la place à la réflexion. Donc, si vous devez chercher la définition de c'est quoi abruti, allez-y chercher. Donc, au besoin, je vais le mettre juste en dessous pour qu'on sache c'est quoi la définition. Mais en attendant, on revient avec ce monsieur. Donc, nous sommes des abrutis. C'est pour abrutir l'Africain. Ok. Et une fois qu'on a abruti l'Africain, je reviens tout au début. Quand tu es abruti, tu ne sers à rien. Dis-moi, l'Africain, il sert à quoi? Au moment où tout ce qu'il doit faire est dicté de l'Occident, est dicté de l'extérieur. L'Africain, il sert à quoi? Même pour manger. Ce sont les autres qui doivent réfléchir comment est-ce que l'Africain doit manger. Donc même dans ton assiette, tu manges ce que les autres veulent que tu manges. Même sur le plan vestimentaire.
même sur le plan des mœurs. Voilà, c'était ça réellement le but du système. Et une fois que ce but, le système a acquis son apogée, c'est fini. Aujourd'hui, on ne fait que respecter et voilà, recevoir les ordres, continuer, faire cette continuité en fait. Mais vous ne me direz pas que l'Européen c'est un abruti. Ah, voilà un autre cas d'espèce. Dans l'Européen, c'est pas un abruti. C'est pas un abruti. Mais nous, les Noirs, nous sommes des abrutis. Mais il nous a abrutis. Ok. Lui, il est resté ce génie qui, à chaque fois, va puiser dans sa pensée, transforme son environnement. Dans chaque fois qu'il y a des soucis, il va puiser dans sa pensée, il ramène des solutions. Voilà, c'est deux peuples différents en fait. Donc, un peuple qui a été abruti par l'autre, qui est resté celui qu'il est. Voilà la réalité. C'est vrai, ça fait mal, mais moi, je n'ai pas d'autre mot pour dire. Ok. Donc, votre adversaire, c'est le système. Mais oui. Donc, le professeur, c'est un abruti. Le médecin, c'est un abruti. Le politicien. Celui qui va à l'église, c'est un abruti. L'ingénieur. Oh. Mais je veux vous dire, l'ingénieur. C'est un abruti. L'architecte. C'est un abruti. Mais voilà, même s'ils vont à l'école, ils font des études. Qu'est-ce qu'ils font en retour pour l'Afrique? Nous avons combien d'économistes en Afrique? Nous avons combien de licenciés en économie? Combien de docteurs en Afrique qui ont raflé tous les titres? Et qu'est-ce qu'ils font de cette Afrique? Non mais, en fait, donc là, quand je vois le continent, d'après ce que moi j'ai compris, donc on est là dans l'émission Place à la réflexion, on est en train de réfléchir. Ça veut dire que si notre réflexion, notre religion, notre culture, notre manière de vivre, notre enseignement est dicté par quelqu'un d'autre, tout le continent, c'est chaud. Hein? Ok. Je vais juste faire une parenthèse. Ok, oui. Nelonga, mon frère Longa et tous ceux qui vont me suivre à travers cette vidéo, vous allez comprendre que quelqu'un qui s'endort, si tu t'endors, celui qui est réveillé peut faire de toi tout ce qu'il veut. Parce que tu es endormi. Parce que tu es endormi. Il peut te déshabiller, il peut te déplacer, il fait de toi tout ce que tu veux. Et tu n'as aucune défense. Mais une fois que tu es réveillé et que tu regardes la personne a peur. Il ne peut pas faire de toi ce qu'il veut. Vous comprenez un peu? Oui. Donc c'est ce cas-là. Donc l'Africain se trouve dans le cas de la personne qui est endormie. Et la personne qui est réveillée fait de lui tout ce qu'il veut. Donc maintenant notre combat, nous, c'est le combat qui consiste à réveiller cet Africain qui s'endort pour que l'autre puisse avoir peur de faire de lui ce qu'il veut. Voilà un peu en résumé ce que j'ai envie d'expliquer. Ah, mais ça se voit à travers le monde entier quand on voit l'homme noir de manière générale. Il se fait pas respecter, peu importe l'endroit, le pays, le métier. Voilà, parce que lui, au fond de lui, il se croit important, mais aux yeux des autres, ça reste quelqu'un d'endormi, donc un abruti. C'est clair. Quelqu'un sans soubassement. Et bon, parce que là, ces derniers temps, il y a pas mal de mouvements d'éveil de conscience qui est mis en place. Ça monte un peu de partout. Ok, il y a des personnes, même si ils veulent adhérer ou ils veulent faire leur retour, en gros, ne plus être des abrutis, ils se retrouvent avec plein de paramètres qui les entourent, qui les empêchent d'accomplir leur but ou leur volonté. Déjà de manière individuelle ou spontanée. Donc ces personnes, peut-être c'est des personnes qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez leur conseiller ou leur orienter pour qu'ils puissent faire un cheminement qui peut leur permettre de ne plus être endormis, mais d'ouvrir les yeux pour voir les choses comme elles sont? C'est une bonne question. Il faut savoir que c'est une tâche qui est difficile. C'est pour ça que... c'est une tâche qui est difficile parce que le plus difficile consiste à commencer à réfléchir. Parce que
quand tu demandes à chaque individu de réfléchir, quand tu vas lui expliquer les choses de la vie qui sont contraires à ceux des livres sacrés, automatiquement, il y a ce rejet, en fait. Donc, quand tu veux lui expliquer la réalité, quand lui voit que non, ce que tu lui dis n'est pas dans la Bible, n'est pas dans le Coran, il y a ce rejet. Il rejette automatiquement ton raisonnement. Et ça ne passe pas. Donc, c'est ça ce travail difficile. Donc, moi, je demanderais d'abord à tous ceux qui vont nous suivre de commencer par faire ce propre travail dans la tête. C'est un travail que chacun de nous doit faire individuellement avant que le travail ne devienne collectif. Mais ce travail individuel peut se faire de plusieurs manières. Peut-être en suivant ces genres de vidéos. Il y a des émissions, il y a des documentaires, il y a des films aussi qui peuvent tiquer, qui peuvent pousser à la réflexion. Parce que le but, c'est de pousser l'homme à réfléchir. Parce qu'une fois que tu commences à réfléchir, automatiquement, tu deviens libre de ta pensée. Et tu commences à contrôler, tu te contrôles et tu contrôles ce que tu veux et tu contrôles ce que tu veux faire aussi. Donc, ceux qui nous suivent, commencez par faire ce travail de réflexion. Que ce travail, que créez une guerre en vous. Posez-vous 1001 questions. Mais c'est vrai, aujourd'hui, avec tous ces mouvements qui y a d'éveil, c'est une période, cette période, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Il fallait qu'il y ait ce vent d'éveil, ce vent qui vienne pour essayer un peu d'entrer dans l'esprit, dans les nerfs de chaque frère. Alors, adhérez à tous ces mouvements qui vous correspondent. Par exemple, moi, je suis du centre Vouvant. Il y a ceux qui sont dans les autres centres. Mais tant que ces centres-là, ce sont des centres qui vous ramènent à la spiritualité africaine, qui vous rattachent à l'Afrique, moi, je vous conseille d'adhérer, allez faire des tours, allez étudier, allez comprendre, allez chercher à comprendre. Et moi, dans le centre Vouvant, c'est un centre où on enseigne le cycle, les lois de la création. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir apprendre les lois de la création. Mais sauf que l'heure est à la réflexion de tous. Aujourd'hui, l'heure est à la réflexion de tous. Merci beaucoup pour cette précision. Donc oui, sortez du cadre. Si vous pressentez, vous voyez que les choses ne tournent pas forcément normales, ne vous limitez pas à ce qui est marqué dans les livres entre guillemets religieux ou à disposition. Essayez d'être curieux. Essayez de ne pas rester endoctriné, mais d'ouvrir le champ de réflexion sur pas mal d'idées, sur pas mal de situations et d'avoir l'esprit critique. Donc, ne pas forcément croire seulement, mais chercher la complexité, chercher à raisonner. Parce que allumer la télé, regarder les programmes et manger et dormir, bah si c'est ça juste le fait de vivre, je pense qu'on passe à côté de pas mal de choses. Donc, il est important que on développe ce sens critique déjà individuellement, comme notre frère vient de dire, et ensuite cet élan peut créer un collectif. Donc, sachez vous situer, regardez où vous vous rassemblez, observez quel est dans l'enseignement, quel est le but de l'endroit que vous vous rassemblez, et voilà, évoluer. Ces genres d'émissions, bah, c'est aussi là pour ça, pour pouvoir élargir la réflexion et voir d'autres choses d'une manière différente qu'on ne l'aurait vu. Merci beaucoup. Il y a une question qui n'a rien à voir avec la première partie, mais qui m'intéresserait d'avoir votre avis sur les relations hommes-femmes. Ok. Que ça soit dans l'époque de nos ancêtres ou dans la modernité maintenant, quelles seraient les modalités ou l'union idéale entre deux personnes, quoi? Par union, vous parlez de mariage, c'est ça? Oui, bah, comment ça se passe? Parce que vous défendez la culture africaine, la culture ancestrale, donc j'aimerais bien savoir, parce que il y a pas mal de situations qu'on rencontre ou qu'on voit qui sort de son contexte. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, une présentation entre deux familles, et voilà, quoi, il y a des chants religieux, limite, il y a un prêtre ou un pasteur qui vient bénir ce mariage et tout, etc. Donc, vu de l'extérieur,
Bah, ça peut pas choquer, parce que moi, du coup, si on propose ce genre d'émission, ce genre d'entretien, c'est pour pouvoir voir les choses un peu différemment. Moi, ayant vu ça, bah, je trouvais que ça avait des contextes que je trouve qui n'étaient pas en harmonie. Donc, que ça soit dans l'ancienne version ou dans la nouvelle version, comment est-ce que c'est procédé, comment est-ce que ça fonctionne? Ah, ok. Par rapport à l'union, il faut déjà comprendre que aujourd'hui, on a l'impression de nous montrer que la femme africaine, c'est la femme qui est au bas de l'échelle en fait. Déjà, hier, chez nous, nos ancêtres, l'union, c'était dans la complémentarité. Dans l'homme et la femme, c'est deux personnes complémentaires qui doivent se mettre ensemble et chacun doit rapporter ce qu'il a pour essayer d'avancer. Mais sauf que, en parlant du mariage, s'il faut parler du mariage coutumier, aujourd'hui, le mariage, en fait, a perdu son sens. Je parle du mariage de l'Africain. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain veut se marier comme, voilà, c'est toujours faire comme les autres. Et en faisant comme les autres, on perd ce qui est original et originel en nous. Mais il faudrait que chaque communauté revoie comment ça se passait, comment ça se passe dans la famille. Parce que le vrai mariage, c'est le mariage qui se fait au niveau de la famille, ce qu'on appelle le mariage coutumier. Alors, le mariage coutumier, chaque famille, chaque tribu, chaque ethnie a sa manière à elle de célébrer ces genres de mariages. Alors, ça ne sert à rien de vouloir seulement copier et imiter le mariage des autres. Parce que, je vais donner un exemple, juste un exemple. Chez nous, dans les mariages, il y a plusieurs choses qui sont demandées à l'homme. Par exemple, on vous demande la langue. Il y a certaines choses qui sont demandées, ce sont des choses qui sont juste symboliques. C'est juste symbolique en fait. On vous demande la lampe. Pourquoi? Parce que ces deux personnes qui vont s'unir, qui ne se connaissent pas, ils vont prendre le temps de se connaître. Alors, on doit ramener la lampe dans cette relation pour que la lampe puisse éclairer la vie de ces deux jeunes hommes. De manière symbolique. De manière symbolique. Donc, chaque chose est demandée symboliquement et a une signification et un sens dans le vécu de ces deux personnes qui viennent de se connaître. Je prends juste l'exemple de la lampe qui est demandé dans plusieurs tribus. Or, c'est dans le but de dire nous voulons éclairer ce couple. Que cette lampe qui est donnée symboliquement puisse éclairer la relation, puisse vous amener là où vous allez jusqu'à la fin de votre vie. Vous comprenez? Donc, allez-y comprendre que si déjà la lampe a une signification, donc chaque chose qui a été demandée dans le mariage a une vraie signification. Donc les ancêtres n'ont pas demandé des choses vaguement parce qu'ils avaient besoin de remplir leur poche, ils avaient besoin de remplir leur maison. Non, c'est des choses qui ont été symboliques dans le souci de préserver l'union, de protéger l'union et de faire en sorte de protéger aussi les progénitures qui viendront de cette union. Mais quand vous allez maintenant, par exemple, dans les mariages des Européens, vous allez remarquer que ça n'existe pas ça en fait. Alors, moi, on m'a demandé une lampe qui était symbolique pour éclairer ma vie de couple. Je ne veux pas de cela. Je veux me marier à l'européenne. Et qu'est-ce qu'on va me demander? Et spirituellement, ça aura quel impact, quel aspect dans ma vie? Vous comprenez un peu le sens en fait. Et pourtant, la lampe, elle a un sens. Parce que même spirituellement, ça m'éclaire. Ça me permet d'avancer et d'évoluer. Donc c'est un peu dans ce sens-là que chacun de nous aille un peu dans sa famille, essayer de comprendre comment ça se passe. Comment ça se passait dans ma famille. Et que chacun de nous puisse essayer un peu de rétablir cet aspect de l'ethnie, de la famille. Et c'est comme ça qu'on pourra vivre. Ok. Mais merci pour l'explication. Donc, c'est juste, je repensais à ce qui a été dit en début d'émission. Donc, ça veut dire que si une personne ne respecte pas sa coutume dans ce genre d'union, qui copie la coutume de l'autre, donc ça fait de lui... Mais on a tout compris. On a tout compris. Donc, chaque chose qui est demandée dans une ethnie a une signification par rapport à l'ethnie. Et donc, justement, par rapport à ça, donc ces deux unions, ça veut dire que si, admettons, l'ethnie A a cette coutume et l'ethnie B a cette coutume, donc comment est-ce que l'attente se trouve ou quelle ethnie va prédominer sur la cérémonie? Comment est-ce que ça se passe en ce moment? Le but, ce n'est pas de prédominer sur la cérémonie. Puisque c'est deux personnes qui se mettent ensemble, le but, c'est de les unir.
Donc, c'est pas que l'un puisse dominer l'autre, c'est unir ces deux personnes. Parce que déjà, il faut comprendre que non, en soi, si on veut définir le mariage aujourd'hui, si on pose des questions, toutes les gens qui vont me suivre, poser des questions à toutes les jeunes filles, c'est quoi le mariage? Ils vont vous dire, le mariage, c'est la robe blanche, c'est la fête. Par exemple. Mais alors, si vous me posez la question, c'est quoi le mariage? Moi, je vous dis, le mariage, c'est le rapport sexuel. Donc, c'est deux concepts différents. C'est deux concepts différents. Le mariage, c'est le sexe. Alors, toi qui me suis, dis-toi combien de fois tu as fait le sexe dans ta vie. Donc, tu t'es marié 10 fois, 20 fois, 30, 50 fois dans ta vie. Et tu as divorcé 50 fois dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu es là, tu cherches encore un mari. Tu comprends? Tu fais encore des jeûnes et prières. Dieu, je suis célibataire. Mais tu as déjà divorcé 50 fois. Alors, ce qui vient là après, la dot, c'est juste pour renchérir. Donc, parce que déjà, à la base, nous, il faut comprendre que l'Africain, quand on parlait du mariage, on se mariait vierge et chaste. C'est déjà ça. Donc, les deux personnes allaient découvrir le sexe, c'est dans le mariage. Parce que marier, c'est pas... Bon, parce que les Français, c'est un peu compliqué. Hein? Quand on dit marier, on pense que marier, c'est unir. Non, en fait, marier, c'est pas unir. Marier, quand on dit marier chez nous, c'est coller. C'est pas mettre ensemble, c'est coller, c'est souder. Donc vous imaginez, on a pris deux morceaux de fer qu'on a soudés. Dites-moi comment est-ce que vous allez les séparer? Ça peut pas. Voilà. Deux morceaux de fer qui sont soudés, pour les séparer, ça devient un problème. C'est ça le mariage chez nous en fait. Donc c'est souder les deux personnes. Et c'est comme ça que nos ancêtres, nous, quand ils allaient dans le mariage, ils étaient soudés pour la vie. Pour la vie. Et quand l'autre mourait, vous allez voir que non, l'autre, des fois, elle se remarie. Mais aujourd'hui, puisque le mariage, c'est juste une union, on peut se rencontrer dans les transports, dans les métros, et ainsi de suite. On se marie le matin, on divorce le soir, on se marie le matin, on divorce après 2 semaines. Donc le mariage a perdu réellement son sens. Et il faut encore comprendre une chose, c'est que les hommes et les femmes ne sont pas préparés à ça. Parce que dans la vie, on est préparé pour faire quelque chose. Nos parents nous ont ramenés à l'école pour qu'on devienne ingénieur, pour qu'on devienne médecin, pour qu'on devienne avocat. Mais nos parents ont oublié aussi de nous préparer à la vie pour qu'on devienne une femme, pour qu'on devienne un homme. Parce que devenir une femme, c'est une préparation aussi. Devenir un homme, c'est aussi une préparation. C'est ce que faisaient nos ancêtres. Donc, préparer la femme pour qu'elle devienne une femme. Préparer un homme pour préparer le garçon pour qu'il devienne un homme. Donc, quand ils seront ensemble, ils seront hommes et ils seront femmes. Et en étant hommes et femmes, ils vont reproduire ce qu'on leur a appris de le bas âge. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas faire des commentaires. Donc, quand on veut voir les mariages, il y a la femme qui a grandi comme un serpent, il y a l'homme qui a grandi, je ne sais pas, comme une abeille, et quand ils se rencontrent, c'est des bombes. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le dise, 98% des mariages, c'est des faux mariages. Alors, franchement, c'est des faux mariages. C'est juste histoire de... Voilà, c'est juste histoire de... On est là pour ça. Mais on ne sait pas réellement pourquoi on est ensemble. La profondeur de tout ça. Pourquoi on est ensemble? Parce qu'on est ensemble, parce que c'est nous qui allons faire appel aux esprits. L'esprit qu'on ne voit pas là. C'est nous qui allons faire appel à eux pour qu'ils viennent s'incarner dans le physique. C'est encore un autre travail. Donc, moi je suis dans ma famille, toi tu es dans ta famille, nous nous unissons et nous allons chercher les esprits qui doivent venir maintenant habiter dans faire notre progéniture. On ne te marie pas pour une blague. Le mariage, c'est pas. Le mariage, il est sacré. Malheureusement, aujourd'hui, le mariage a perdu la forme sacrée. Et vous allez dans les couples où vous trouvez les femmes quand elles veulent ouvrir leur bouche. Ça va dans les vitesses, hein. Les femmes qui sont irrespectueuses, qui sont nées d'une impolitesse, je ne sais comment. Vous voyez des hommes impolis. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Et un couple comme ça, un homme impoli, une femme impolie, ils attendent d'avoir un enfant poli. Alors, vous aurez un enfant doublement impoli.
Extrêmement impoli. L'association. L'association, voilà. Parce que l'homme et la femme, vous avez justement raté ce décollage au niveau de la base de la famille. C'est intéressant. Ok. Déjà, rien que sur le mot mariage, on n'a pas toute la profondeur de ce qui est censé vraiment être un mariage. Donc, pour ça, il faut revenir sur notre coutume, notre manière de faire pour rentrer vraiment dans ce qui correspond au mariage. Oui. Donc, on est dedans là. Donc, le mariage, ok, donc, c'est ça quoi. C'est pour ça, du coup, vous avez dit, quand on est marié, on est chaste. Donc, l'union se fait de manière chaste, on est marié pour pouvoir créer quelque chose de solide. Donc, c'est une union qui se fait déjà quand les deux corps se rassemblent. C'est déjà là quand on est en train de dire le mariage. Donc, on dit le mariage, mais ça ne correspond pas vraiment au mot mariage. C'est encore une autre chose. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des rencontres ou des relations, c'était des mariages. À proprement, donc physiquement, spirituellement, tout, c'était déjà le mariage. Tu ramènes un homme chez tes parents qui vient t'épouser. Toi, tu as déjà épousé 50 fois. Donc, tu as déjà divorcé 50 fois. Vous comprenez? Dans les religions, etc., le divorce n'est pas... Tu as déjà reçu plusieurs esprits dans ton corps. Comprenez? Bon, laissez comprendre, je ne serai pas là pour tout étaler. Allez-y seulement comprendre. Ben, c'est pour ça peut-être aussi que des gens s'acharnent dans les religions, parce qu'ils ont peut-être beaucoup de choses à se pardonner. À se pardonner, peut-être, mais je crois qu'elles ne doivent que réparer. Il y a des choses, quand tu les as déjà faites, il y a des choses qui ne sont plus réparables. Il y a des erreurs qu'on ne répare plus. Il y a une erreur qui s'est faite, en construisant cette maison, s'il y avait une erreur, ça a des répercussions. Ça aura des répercussions. Soit il faut la démolir. C'est ça maintenant le problème. Donc il y a ceux qui ont des erreurs déjà au niveau de la moelle épinière. Dites-moi ces personnes, comment on va les réparer? Il y a ceux qui ont des erreurs déjà au niveau, dans les os là. C'est déjà problématique. Ils ne sauront même pas se tenir debout. Ils ne sauront même pas se tenir debout. Donc le problème il est tellement profond. Raison pour laquelle quand j'ai dit au début que le peuple il est vraiment abruti à un sens où tu ne sais même pas. Et aujourd'hui on te demande des trucs. Tu vas épouser une femme, on te demande un ordinateur. Écran placement. Écran placement. Toi, est-ce que toi, tes ancêtres avaient demandé écran placement? Pour faire quoi? Écran placement, ça va faire quoi? Ça va amener quoi dans le couple de vos enfants? Bon, merci beaucoup. Là, on a beaucoup écouté. Donc, ce monsieur, ça dépendra de vous aussi, hein, si il vous a pas trop bousculé dans vos habitudes, ou si vous souhaitez qu'il soit loin de vos écrans ou qu'il soit plus proche à chaque fois. Donc, la balle est dans votre camp. Bon, en tout cas, on a vu, il reste encore beaucoup de choses à dire, mais ça sera pas forcément pour aujourd'hui. Donc, l'émission, elle est là à votre disposition, elle est pour vous. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas d'interagir via les commentaires qui sont à vos dispositions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines rencontres que je n'en doute pas seront intéressantes. Donc, comme vous l'avez sûrement compris, nous tirons vers la fin de notre programme d'aujourd'hui. Je vous remercie toutefois d'avoir été jusqu'au bout et attentif et d'avoir donné de l'intérêt à ce programme. Donc, je vous invite bien évidemment à continuer à nous suivre et à être attentif aux prochaines émissions qui seront diffusées auprès de notre chaîne. Le combattant Moïla, est-ce que vous avez un dernier mot ou une pensée ou des remerciements à des personnes qui nous regardent ou qui nous suivent à travers l'écran? Merci beaucoup. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui vont nous suivre aujourd'hui, déjà aussi de prendre l'habitude de suivre cette chaîne et cette émission, parce que elle n'a que pour rôle de vous pousser à réfléchir et de vous faire avancer. C'est vrai, bousculer les raisonnements, c'est la chose la plus difficile que l'être humain peut faire. Mais je crois que la vraie indépendance, la vraie liberté commence par ce bousculade de raisonnement. Donc ça peut faire mal, mais ne nous traitez pas, nous sommes des humains comme vous, on n'a pas perdu le cerveau, prenez seulement le temps de réfléchir.
Pourquoi ils disent ça? Alors, c'est en vous posant des questions et les vraies questions que vous aurez aussi les réponses. Donc, nous sommes là. Je pense que même moi, je suis disposé toujours à venir vers vous aussi. Essayer aussi d'apporter ma petite contribution par rapport au sujet qui me sera donné aussi. Abonnez-vous sur cette chaîne aussi, c'est très important. Et on est là. Restez branchés, mais surtout, prenez le temps de réfléchir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Réfléchissez. Parce que le plus grand péché ne consiste pas à la réflexion. Le plus grand péché consiste à l'acte que l'on pose. Réfléchir n'est pas un péché. Mais l'acte qui est posé, c'est là qui est considéré comme le mal. On ne va jamais t'arrêter par un militaire parce que tu avais des intentions, parce que tu pensais. Mais on va t'arrêter parce que tu as posé un acte. Mais toi, dans ta maison, tu as peur de réfléchir. Parce que tu penses que si je réfléchis, je veux blasphémer. C'est blasphème, hein? C'est votre mot que vous avez inventé là. Donc, commence par réfléchir. Ce n'est pas un péché. Merci beaucoup. Rien à rajouter. À bientôt.